Ceux qui nous suivent peuvent voir quelle place pour la télévision aujourd'hui. On en parle à l'occasion de la Journée internationale de la télévision et nous avons invité Monsieur Joël Kamango, encore une fois de plus. Bienvenue à Kinshasa Télévision et à notre émission Cocorico. Vous êtes écrivain, vous êtes auteur. Comment est-ce que vous décririez vous-même? Déjà, je dirais que je ne suis pas encore écrivain, mais je suis écrivain en herbe. En herbe parce que je suis en train d'écrire mes premiers livres et que je compte publier d'ici début 2026. Vous êtes dans quoi? Vous basez dans quoi exactement? Mes écrits, personnellement, j'écris des histoires qui relatent ou bien qui mettent en scène le vécu du social du peuple congolais, même du peuple d'ailleurs. Alors je mets un accent sur l'inhumain du quotidien de la vie des gens. Voilà. Justement, on parle également, on va y revenir, mais parlons de... Je voudrais pour poser la question à notre invité par rapport justement à la télévision et aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Est-ce que ce ne sont pas vos concurrents directs qui peut-être constituent un handicap pour vos activités comme écrivain? Évidemment, déjà, je commencerai par les technologies d'information. C'est vraiment un grand ennemi pour l'écrivain. Je pourrais avoir écrit une nouvelle dont le titre c'est Dernière impression. Alors dans cette nouvelle-là, je parle d'un robot qui aide les écrivains à écrire. Les écrivains qui n'ont pas connu du succès et qui se plaignent d'avoir pas une écriture bien parfumé là et tout, c'est un peu comme l'intelligence artificielle. C'est ça, un peu comme ChatGPT. Dans cette nouvelle-là de quelques pages, 5 pages, je suis en train de parler de ça. Alors c'est quoi le final? C'est que l'éthique ou bien la technologie actuellement détruit l'écrivain parce que lorsque tu écris à ChatGPT, tu lui demandes de te produire un livre ou une histoire, ChatGPT ne le fera pas avec l'humanisme. Alors c'est pas comme c'est ce que je dis, d'émotion. Oui, c'est mécanique. Évidemment, c'est mécanique et toi en tant qu'écrivain, tu perds en authenticité. Lorsque tu perds en authenticité, tu es en fait une âme écrivaine morte. C'est ça, ça comme un peu de plats concerts, les McDo. Voilà, alors si je dirais dans dernière impression qui m'a nouvelle, si vous lisez ça bien, vous verrez que je dis non, ces robots-là, que j'avais nommé, que je nomme KMG7, en soi, gardent plusieurs âmes littéraires. Bon, c'est comme un tombeau des âmes littéraires sacrifiées, des gens qui ont voulu se vendre, contacter la technologie pour se sauver. Mais malheureusement, ils ont laissé leur vie là. C'est très intéressant ce que vous dites, on va y revenir. Mais parlons de ces trophées que vous avez, je vois, prix 1000 espoirs africains, édition 2025, coup de cœur du jury, le mal blanchi de Joël Kamango, République démocratique du Congo. Vous pouvez nous en parler, ces titres, ces trophées? Déjà, je me rappelle, c'est toi qui m'avais parlé de ce concours. Tu m'avais écrit, je me rappelle, c'était en 2024. En 2024, tu m'avais écrit. Ouais. Et moi, je me suis dit non, pourquoi pas hésiter. Voilà. Je participais au concours, on demandait si on rédige un texte de 5 pages, une histoire autobiographique ou semi-autobiographique. Et moi, j'avais choisi le mal blanchi qui, en soi, ça on appelle l'éveil patriotique. Dans l'histoire, on parle d'un jeune Congolais qui a connu la vie comme tout jeune, avec une famille christique, voilà, l'école, l'université, mais après, ses parents vont devoir partir vers l'Est, et là, il sera témoin d'un massacre humain, avec les guerres de l'Est, tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer? On va lui proposer quelque chose, la liberté. À quel prix? Au prix du mal. On lui propose de faire le mal. C'est quoi ce mal-là? Trahir son pays pour qu'il soit libre. Et malheureusement, heureusement, je dirais, c'est pas malheureusement, heureusement, il ne choisit pas, c'est un éveil au patriotisme pour la jeunesse congolaise. Voilà, il va se faire prisonnier au prix de sa liberté, voilà. Au prix de sa liberté, c'était un concours, vous dites? Oui, c'était un concours. Mais vous êtes retrouvé finalement à Madagascar? Oui, j'étais invité, j'étais contacté par mail, que voilà, et on a sélectionné des finalistes. Je faisais partie des 12 finalistes. Il y avait de ceux qui venaient du Cameroun, du Togo, Madagascar aussi, Mali, à la RDC, j'étais le seul représentant. Et pour la RDC,
Je remporte les trophées, coup de cœur le jury. Aussi, un autre trophée que j'ai pas porté avec moi, c'est le coup de cœur du public. Ça, c'est pour le jury. C'est pas parmi les images que l'on voit là, Monsieur Tréville ou Kezo. C'est pas parmi les images. Évidemment. Ouais. Ouais, c'est ça, oui, c'est ça. C'est ça, le coup de cœur de... Non, ça c'est le certificat en soi qui contient et le coup de cœur du jury et puis les coups de cœur du public. Le coup de cœur public, c'est un trophée en plastique. J'ai pas pu revenir. Prochainement, je pourrais venir avec. Okay. Oui, alors vous arrivez à Antananarivo, vous découvrez pour la première fois la capitale de Madagascar. Évidemment. Comment est-ce que comparer Antananarivo à Kinshasa, c'est le jour et la nuit, hein? Déjà, je partirais sur un point de vue littéraire. Quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que le pays est en train de promouvoir l'écriture, encourager les jeunes. Déjà, voilà, c'est une maison d'édition malgache qui a organisé ce concours-là avec une connotation internationale. Plusieurs pays africains ont participé. Ce qui n'est pas le cas pour la RDC. Bon, ça existe, mais c'est pas vraiment avec un accent. Oui, c'est rarement. Là-bas aussi, c'est rare, mais c'est quand même un pourcentage quand même différent par rapport à la RDC. Oui. Et la population en général est très accueillante et il fait très beau vivre. C'est différent de... Alors raconte-nous un peu cette histoire du motard qui voulait vous prendre. Je ne comprenais pas. Justement, c'était ça, voilà. Je devais quitter l'hôtel où j'étais, c'était le pavé, je me rappelle, pour aller au centre-ville, à le ministère de la Culture. Je rappelle, le concours a été organisé en partenariat avec le ministère de la Culture malgache et la Bibliothèque nationale de Madagascar aussi. Je devais partir à la bibliothèque qui est au ministère, je prends une moto pour pouvoir la ville profiter. Alors, je prends place, en tant que bon Quinois, moi j'ai mis le casque, j'ai pas mis celui-là. Et puis, le moteur, il était là, il ne partait pas. Ouais, moi, je lui ai dit, pourquoi vous ne partez pas? Il me dit, monsieur, sans le casque, on ne part pas. J'étais tout ridicule. J'ai pris le casque, j'ai mis, et puis je me suis rendu compte que tout le monde avait le casque. Et là, vous étiez tout ridicule? Tout ridicule. Vous disiez, on est à Kinshasa, avec ou sans casque, là. Vous voyez, des petites choses comme ça, ça prouve que c'est une population... je dirais éduqué, qui au moins structuré mentalement, voilà. Parce que des petits trucs comme ça, c'est vraiment, ça frappe à l'œil, c'est petit, mais ça dit beaucoup. C'est comme nous, à Kinshasa, on se bat pour monter dans un taxi. Tout à fait. Et ailleurs, vous montez calmement. C'est pas deux personnes par moto, c'est une personne. Mais ici, on en prend même 2 ou 3. Voilà. Voire même 4. J'ai vu toute une famille louer 2 motos, rentrer à la maison. Alors justement, parlons de tes inspirations. Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te tient à cœur pour écrire? Aujourd'hui, les jeunes comme nous, on est rares ceux qui écrivent. Vous qui écrivez. Je profiterai pour un peu parler de la télévision aussi. Bon, je vais dire des moyens qui m'ont poussé ou bien qui m'ont stimulé à coucher, à l'écriture, tout ça, à écrire. La télévision peut aussi aider, ça peut être une source d'inspiration. Vous avez des émissions littéraires, vous avez des adaptations de romans et tout, voilà, de contenu pour enfants avec un peu de structure, tout ça, et ça peut aider des gens inspirés. Moi, j'ai été inspiré par la lecture. Je me rappelle, c'était en 3e année des humanités, j'avais lu le roman c'était Au pays, mon beau peuple. Voilà. Au pays, mon beau peuple. Je crois que c'est un roman de quel écrivain Guinéen, c'est un Guinéen. Non, c'est un Camerounais. C'est Camerounais. C'est comment ça s'appelle encore? Je le connais plutôt pas par son sobriquet, ça me répète pas assez vraiment. C'est pas Mongo Betty, non. C'est ça va revenir. Voilà, j'avais lu cette histoire-là. En résumé, l'auteur, il parlait de quoi? De sa vie à l'étranger. Il a passé des études à l'étranger. Après, il revient. Et qu'est-ce qu'il constate? Il voit son peuple qui trahit son peuple. Au lieu d'aider son peuple à évoluer, mais le peuple se met en concert avec les étrangers pour piller le même peuple-là. Et voilà, il s'écrit « Au pays, mon beau peuple ». C'est ça. Voilà. Alors j'étais inspiré à partir de là et j'ai aussi participé à être acteur pour des pièces de théâtre classiques comme de Molière, etc. Tout ça, de Marivaux, et voilà, tout ça m'a inspiré, je dirais. Et puis voilà, je me suis dit non, pourquoi pas écrire. J'ai commencé à écrire, mais c'était dans le placard. J'écris, je cache. Peut-être j'ai montré à Jean.
Et voilà, et un concours a été organisé. On dit 1000 espoirs. Et moi, j'ai dit, c'est 1000 espoirs pour moi parce que ça m'aide à, comment je dirais-je, à revenir sur le chemin des soirs, de confiance en soi en tant qu'écrivain. Et déjà, j'ai pu contacter la maison d'édition l'Hélice Bleu à Paris. Ils m'ont dit non, nous t'attendons. Écris, tu nous envoies les manuscrits, on verra comment vous éditez. Est-ce que l'écriture peut faire vivre dans notre pays? Dans notre pays, moi je pense que c'est possible. C'est possible, mais c'est très difficile parce que déjà, côté éducation, c'est pas assez structuré. Et je pense qu'il faudrait que les autorités qui ont la responsabilité de l'éducation nationale puissent s'organiser, mettre le système pour un peu apprendre ou bien éveiller l'éducation à la lecture, à l'écriture. Parce que lorsqu'on apprend, lorsqu'on lit, vraiment, on devient vraiment grand et puis on évolue très bien. Vous avez tout à l'heure fait allusion à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, les jeunes élèves au lycée, ils cherchent des solutions de facilité. Lorsqu'ils ont un travail à réaliser, ils vont vite au cyber et puis c'est vite fait. Sur Google, le site internet, pour trouver les réponses. Évidemment. Est-ce qu'on ne va pas retomber dans un certain analphabétisme à cause justement de ces facilités qu'on met à la disposition, notamment de la jeunesse? C'est possible. Parce qu'il y en a très peu qui ne sauront pas écrire, finalement. Tout à fait, c'est possible. Déjà, vous voyez, même avec nos ordinateurs, nos téléphones, vous voulez écrire un mot, et des fois que vous doutez même de l'orthographe, mais la technologie vous propose directement l'orthographe, et si vous n'êtes pas prudent, vous n'allez pas retenir comment ça s'écrit. Avec ça, vous n'allez pas vraiment apprendre comment écrire. Alors c'est possible avec la technologie actuellement qu'on se perde, qu'on ne sache pas écrire. Oui, c'est possible. Quelle œuvre est en laboratoire actuellement? Vous écrivez quoi? C'est qui s'apprête à sortir là? Actuellement, c'est beaucoup, c'est pas un seul livre. Hein. Ok. Le Mal blanchi, c'est pas le premier livre que j'écrive. Bon, ça, j'ai écrit ça uniquement, c'était à l'occasion du concours. Et pour le Mal blanchi, je n'écris pas encore, c'est juste le résumé que j'ai. Avec ce résumé, je participe au concours. Déjà, à partir du 20 novembre, nous avons une formation en ligne au Madagascar pour l'écriture. Cette formation-là nous a été donnée à l'occasion du prix. On va vous former comment écrire. On va structurer les projets pour le Mal blanchi et jusqu'à l'édition, voilà, c'est ça. Alors, hormis ça, il y a... Votre caméra, c'est celle-là. Il faut bien la regarder pour paraître également. D'accord. Alors, hormis ça, il y a Calista, qui est mon premier roman que j'écris depuis longtemps. Calista, il y a La Vierge prostituée, celui qui est le titre. La Vierge prostituée. Ah ben ça c'est un titre provocateur. Oui, c'est un titre avec oxymore. Voilà, La Vierge prostituée, c'est vraiment, je relate vraiment la vie de Pacadjouma, comment on dit déjà? C'est vers Makal à la base, c'est pas mon point non, voilà. Mon point non. Ouais, je prends la vie d'une fille qui en fait est prostituée de métier, mais pas mentalement, elle n'est pas prostituée. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est fait du oxymore. Il y a une espèce de dualité, donc elle le fait peut-être malgré elle, en fait, elle a notre projet. Non, elle est réelle, elle le fait c'est pour sauver sa mère qui était malade, mais malgré, oui, elle était prostituée, mais elle savait comment faire pour ne pas être prostituée activement. Comment s'y prendre? Bon, là, sur les détails qu'il y a dans le livre, voilà, ça me rappelle, on avait produit une émission comme ça sur le boulevard du 30 juin avec les filles de joie qui arpentaient le boulevard du 30 juin le soir, la nuit. Surtout, alors, on est tombé sur une fille vraiment qui nous a fait un témoignage très émouvant. Et elle nous a dit, bon, c'est comme la fille là, donc, elle est prostituée malgré elle. Malgré elle. Alors, ce qui était très touchant, c'est que chaque soir avant de sortir, sa mère la bénissait pour qu'on ne tombe pas sur Tout à fait. un pervers. Voilà. Donc vous voyez, c'est des choses de réalité qu'on rencontre dans la vie, dans la vie tous les jours. Ok. Et je peux penser à la Vierge prostituée. Voilà, s'il faut en élargir le prisme, tout le monde peut être Vierge prostituée. De mon roman, je parle. Quand je dis Vierge prostituée, le titre, bon, c'est une vie que je relate d'une fille obligée à se prostituer, mais chacun de nous a déjà été dans une situation où tu te sens obligé à exercer une profession pas saine.
Mais en réalité, tu ne l'exerces pas comme les autres. Vous êtes amené à faire ce à quoi vous n'étiez pas destiné. Et qu'est-ce qui arrive à la fin? Ce chemin-là, cette profession-là passienne, vous conduit à un succès. C'est comme la Vierge crucifiée. La fille a connu à la fin un très grand succès. Ah ouais? Bon, pour me résumer, il y a 5 livres que je suis en train d'écrire. Mal Blanchi, Calista, La Vierge crucifiée, La Paria aussi. La vie, s'il vous plaît, là, c'est un roman. Ça, c'est une vie autobiographique d'un ami que je connais. Bon, ça parle de personnes vivant avec le VIH. Voilà. Quelqu'un qui m'a relaté sa vie. Voilà, j'écris ça et voilà. Et quand il faut écrire ces genres de romans autobiographiques, vous gardez l'anonymat? Oui, ça dépend de la personne. Si elle veut qu'on mette son nom, on va mettre. Mais je lui ai dit, je ne préfère pas mettre son nom. Peut-être en première de couverture, on pourra mettre son image. Oui, ça passe, mais son nom, ça sera plus... Socialement, comment est-ce que vous êtes considéré comme quelqu'un d'atypique qui n'est pas comme tous les jeunes gens de votre âge? L'ami dont je parle? Non, je dis socialement, quand les gens vous regardent. Écrivain? Oui. Oui. Est-ce qu'on ne trouve pas un peu bizarre? Évidemment. Et on dit, mais toi, avec tes livres et tout. Et d'autres personnes pensent que tu es un homme Michel. Ils disent, mais toi, tu invoques les histoires et tout, voilà. Et quand ils te lisent, quand tu écris, tu leur dis, mais tu prends ça où? Comment tu peux réfléchir comme ça? Même l'ami, pour mon roman, l'ami qui m'a inspiré d'écrire La vie, s'il vous plaît. Alors quand j'ai écrit, j'ai fait le résumé, je lui ai envoyé, il m'a dit non, il est temps de pleurer. Je lui ai dit, pourquoi pleurer? Mais non, mais quand tu... C'est vrai que je souffre. Il a dit, j'ai souffert, mais quand tu as encore dans des mots, des phrases que je retiens, que la nuit, quand je dors, il y a ces phrases-là qui me reviennent en tête. Je dis, voilà, c'est ça le travail d'un écrivain. C'est prendre le message qui est personnel, rendre ça communautaire et faire passer le message à tout le monde pour que les gens soient sensibilisés. Voilà, il ne faut pas stigmatiser les personnes avec le VIH, etc. Et les personnes en soi avec le VIH soient aussi humaines, ne partagent pas ça comme ça et comme vous voulez bien. On est impatient de voir ces œuvres. Moi, c'est un honneur et une joie parce que c'est un ami avec qui j'ai étudié. Malheureusement, vous avez pris de chemins différents. L'école primaire et même l'université aussi avec lui. Et donc, c'est une grande fierté. Je l'ai dit ici. Ça sera peut-être un grand écrivain, un best-seller. Ouais. Et c'était prévisible avec vous. Et donc, bon courage. Et comment vous faites pour vous? Est-ce que le financement autour de tous les processus, la rédaction, l'impression, tout ça, etc. Comment ça se passe, les difficultés? Est-ce que vous avez un sponsor qui vous appuie, ou c'est par vos moyens personnels, ou c'est la maison d'édition? On dit, je dirais, si la passion doit être écrire doit être une passion pour les écrivains. Le manger, c'est quand même un besoin vital. Alors, tout écrivain a besoin de vivre de ce qu'il fait. Mais moi, personnellement, si j'écris, c'est une passion. Alors, je veux écrire. Je veux que des gens me lisent. Je veux passer des messages à travers mes histoires pour essayer un peu d'échanger. Par exemple, ce que j'écris à des personnes, des milliers de personnes que peut-être je ne vais jamais rencontrer. Et à des générations que je ne vais jamais vivre avec ces gens-là. Je ne vais jamais avec ces générations-là. Alors, parler de financement, projet écriture, personnellement, je suis prêt à financer les projets. Mais il y a des maisons d'édition qui me proposent, telles que le Lys Bleu. Ils m'ont dit, si tu écris, on lit ton texte, on trouve que c'est très bien, on va te proposer un contrat. Alors, c'est à moi de voir comment... Ça prend combien de temps, la durée de la gestation d'un livre? Oui, la gestation et puis l'enfantement. Ça prend combien de temps la conception et... Conception, rédaction, duplication, impression et tout. Très bonne question parce que on entre dans une bibliothèque, librairie, on voit un livre, on touche, on ne sait pas, ça vient de quoi et comment est-ce qu'on est arrivé là. Ça prend du temps, ça dépend d'un auteur à un autre, ça peut même prendre 5 ans, on écrit un livre. 3 mois, mais je pense en moyenne 6 mois, on peut déjà écrire un livre et dans 8 mois, on peut publier un livre. En moyenne, combien de temps? Par jour, par semaine? Moi, personnellement, je me suis donné la tâche, ça dépend de l'écrivain et un autre. Il y a de ceux-là qui écrivent une phrase par jour. L'inspiration n'est pas permanente. N'est pas permanente. Oui. Mais à force
à force d'écrire, moi personnellement, je me suis donné la tâche d'écrire 1000 mots par jour. À force de le faire, je peux être devant mon ordinateur ou bien un papier, j'écris rapidement. L'inspiration les français peut être hésitante, mais j'écris d'abord quelque part. On marche toujours avec un petit carnet, l'idée arrive, j'écris ça, je vais peaufiner ça après. Et à force de faire ça, le cerveau s'habitue. Contrairement à quelqu'un qui ne le fait pas, tu verras que tu écrivais 1000 mots par jour, il y a l'autre jour tu écris 2000, 3000 mots par jour. Ce qui fait en 3 mois, tu peux avoir un roman de 200 pages, et puis les 30 mois, la maison d'édition va prendre, on lit ton livre, on recorrige, tu publies ça en 5-6 mois, tu as un livre. Ça dépend. Vous faites corps et âme, vous et votre ouvrage. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir de relations humaines normales avec votre environnement? Avec mes lecteurs. Oui, est-ce que vous avez des copains, des petites copines parfois? Hein? Avec l'équipe de mes lecteurs. Oui. Oui. Déjà, personnellement, j'ai créé une chaîne YouTube où j'ai le petit public qui me suit. J'ai aussi des amis qui me lisent. J'ai une petite équipe de lecteurs, je dirais. Quand j'écris, je leur envoie, ils lisent, parce que on n'est pas parfait. Je peux sauter un mot, je peux mal écrire une phrase, l'idée peut être confuse, et un lecteur, bon, c'est une personne de confiance qui lise aussi qui m'a lecture, peut lire mais Joël, j'ai pas compris ton histoire, qu'est-ce que tu veux dire par là? Et je lui explique, me dit non, j'aurais aimé que ce soit comme ça. Et moi, je lui explique pourquoi j'ai voulu ceci. Et puis, au bout de compte, je me dis non, il faudrait que j'améliore un peu, que je change. Oui, j'ai des gens qui me disent. Oui, il y en a. Ça fait partie ici. Est-ce que la lecture aujourd'hui t'a ouvert de portes? Je sais qu'au fait de la vraie nature, la question de Charles également, est-ce qu'aujourd'hui, ça t'a ouvert des portes de personnes avec qui vous ne connaissez pas, mais c'est grâce à tes écrits, aujourd'hui vous êtes proches, aujourd'hui vous parlez très bien, j'espère que c'est ça. Oui, je dirais oui, parce que c'est grâce à la lecture que j'ai été une fois malgache. Ah ouais? Et là j'ai eu des contacts, j'ai une maison d'édition malgache avec qui je cause. Oui, on commence une session de formation. Vous parlez du Malagasy? Je veux précisément, je vais apprendre comment on dit ça. Bonjour, c'était Salama, oui c'est ça. Salama. Oui, bonjour, c'est Salama. C'est l'influence arabe, ça. Oui. Salam. Oui, c'est bien Salam alaikum. Et on a ça aussi, surtout au concours, je suis entré en contact avec des écrivains qui sont au Togo, au Cameroun, voilà. Et en RDC aussi, ça me permet de connaître beaucoup de personnes. Les Lys Bleus, j'ai connu les Lys Bleus qui est à Paris et je cause avec eux. Ils m'ont dit, oui, ils n'hésiteront pas de me publier si ils me lisent une fois, voilà. Voilà. Ok. Donc voilà. Je suis quand même assez fasciné de trouver un jeune qui s'adonne à l'écriture, où aujourd'hui on passe plus le temps devant avec son smartphone plutôt que de penser à écrire des histoires imaginaires peut-être qui n'intéresseraient personne, mais alors vous persévérez quand même. Ouais, on est. Oui, je persévère parce que j'ai un message. Bon, en fait, qu'est-ce que je dis? Dans la vie, il faut croire à ce qu'on a comme talent. Alors moi, personnellement, je me suis dit, il y a un temps que j'ai remis les études faites, écrire, imaginer des histoires et rendre ça réel, toucher les gens, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse. Et à partir de là, j'ai un message à passer aux gens qui vont me lire. Alors voilà pourquoi je suis très motivé. Cette fois-ci, peut-être pas à travers les écritures, c'est à la fin. On est à la fin de l'émission. Votre caméra, elle est là. Vous pouvez adresser un mot à tous ceux qui sont qui veulent également écrire, qui veulent se lancer, mais qui ont des doutes. Aujourd'hui, comme l'a dit Charles, vous êtes peut-être vu de façon atypique, un peu bizarre. Quel conseil vous pouvez donner à tous les jeunes écrivains, tous ceux qui aspirent à l'écriture? Alors je dirais à tous ces jeunes comme moi qui écrivent peut-être, mais qui sont dans le placard, je leur dirais de ne pas abandonner, parce que être écrivain, c'est avoir seulement une âme écrivaine, pas une plume écrivaine. Il y en a qui sont des écrivains qui n'ont pas de plume écrivaine. Quand je dis plume écrivaine, une écriture qui rate, mais il faut déjà, quand tu arrives à concevoir des histoires, écrire, ça part déjà de l'âme, de l'intérieur. Alors si vous avez ça, n'hésitez pas à écrire, parce que le monde a besoin de gens qui écrivent, qui savent passer le message. Et moi, je suis convaincu que avec l'écriture, avec des écrivains qui sont vraiment, qui savent toucher les cœurs, qui ont vraiment du potentiel,
même si les jeunes actuellement n'aiment pas lire, je pense que si les écrivains se mettent vraiment au travail, ils sont utiles à quelque chose, les choses changeront. Merci Joël. Merci Joël d'avoir passé ce bon moment. Vous avez connu vous connaissez un peu la famille. Oui, je connais un peu la famille. Oui. Merci Joël. Je connais un de ses frères qui est artiste, qui est producteur. Évidemment. Arsène Kamango, pour ne pas le citer. Bien connu dans le milieu médiatique. Médiatique. Aussi, j'ai travaillé avec sa sœur, à TKM, Bernadette Kamango. Tout à fait. Ok. Donc, c'est pas un fait du hasard. C'est pas un fait du hasard. Et donc, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Et grand merci à Trévi Kezo pour la réalisation de cette émission. Et merci beaucoup à Mardoché Mbella pour l'assistance au PV. Oui. Et merci à toute la coordination de Kinshasa Télévision. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres sujets d'actualité, d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine à tous. Au revoir.